Les gens ils disent genre ah ouais j'ai trouvé des winners, j'ai trouvé plein de winners, je viens de faire ma recherche, j'ai 20 winners à tester. Calme-toi. T'as 20 produits intéressants qui ont de l'attraction, où il y a une preuve vite fait de marché, on n'a pas vu le contexte ni l'offre, où il n'y a pas de back-end, tu sais pas la lifetime value du produit, tu sais pas le mec à combien touché CPM parce que tu sais pas sa configuration, tu sais pas s'il y a les autres sources de trafic, s'il y a de l'organique, tu sais pas plein de choses. Oui, moi j'ai commencé, avant même de faire l'agence, genre c'est 4 à 7, 2,50 €. Ah ouais. Mais si tu veux, quand l'argent tu le gagnes à coup de tondre la pelouse, en fait t'as une dimension différente. C'est quand t'as 300 balles, t'as tout dépensé qu'après tu tournes la pelouse et 10 € par 10 €, tu prépares le budget. La mentalité elle est pas pareille. Moi j'avais ça dans la tête, je me suis dit, tu sais, dropshipper, tu fais un truc qui tourne en FBA, tu dis bon, quand est-ce que arrive l'ouragan, tu vois. Là il fait un peu trop beau, en fait, la météo elle a changé. J'ai plein d'exemples, tu vois, produits qu'au début on fait tourner, que les gens abandonnent, et que nous on arrive à faire marcher. Et en fait la grosse différence quand tu as cette capacité-là, c'est que tu arrives à faire marcher des produits, et en fait, en faisant marcher ces produits, que les gens n'arrivent pas à faire marcher, tu arrives sur des océans bleus, on peut pas venir te bouffer des parts de marché. Et donc là tu te retrouves avec un produit que les autres n'arrivent pas à lancer, et les autres n'arrivent pas à lancer, on peut pas te bouffer tes parts, sur une plateforme où il n'y a pas de ban, qui est stable, et tu as le temps de créer et de te mettre dans les petits papiers. Et donc le combo des deux, comblé avec une stratégie de branding, parce que du coup tu as du temps pour faire ton truc correctement, de développer, etc. Tu as le temps de créer ta marque, bam bam bam. Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle j'interviewe Thomas, une personne que j'ai rencontrée au Mexique, il a 19 ans et il va te parler de stratégie, de régie publicitaire et de méthodes dont tu n'as potentiellement jamais entendu parler. Prends un cahier, un stylo, n'importe quoi et prends le temps. Pose-toi devant cette vidéo et découvre tout ce que Thomas a à te dire, ça va être incroyable. Je viens de monter la vidéo, vraiment, je l'ai checké en entier, et en plus de l'avoir vécu, j'ai encore appris des trucs. Alors, je te laisse, sans plus attendre, découvrir ce contenu. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je t'invite à t'abonner évidemment à cette chaîne YouTube. À tout de suite. Si certains me voient, respect à vous. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec le jeune, le talentueux Thomas qui va nous expliquer un petit peu son parcours, d'où il vient, ce qu'il a fait, ce qu'il a amené jusqu'ici, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelles sont ses spécialités, qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui. Plein de conseils, plein d'astuces. À la fin de cette vidéo, il nous donnera 3 tips à utiliser sur une plateforme très méconnue des utilisateurs des régies publicitaires. Thomas, comment vas-tu? Mais ça va excellemment bien. Je suis en plein bonheur. Je suis avec Thomas Giraud. Que demande le peuple? C'est magique. J'ai rencontré Thomas il y a quelques mois au Mexique. Tout à fait. On est ensemble, ça fait plaisir, en France. Je suis de passage pour quelques jours. Toi, tu bosses ici, donc là, on est dans tes bureaux. Ouais. Incroyable, c'est magnifique. Thomas, qui es-tu? Eh bien, qui je suis Thomas, j'ai commencé à 16 ans, l'entrepreneuriat. J'ai monté mon premier projet, etc. À 17 ans, j'ai vraiment développé ma première boîte. C'est-à-dire, j'ai fait des marches, etc. C'était pas possible en France d'avoir une micro-entreprise à 17 ans. Je suis allé à la chambre des commerces, ils m'ont dit que c'était pas possible. J'ai sorti les articles de loi qui disaient si c'est possible. Le mec m'a reçu dans son bureau après avoir fait attendre 3 heures et m'a dit j'ai jamais vu ça. Et il m'a dit ok très bien, bon du coup let's go on fait. Petite pause directe. Vous avez été beaucoup à me demander si vous pouviez faire du e-commerce et entreprendre, sachant que vous avez 16, 14 ou vous n'avez du moins pas 18 ans, c'est possible? La preuve, c'est possible. Ok. Anthony, c'est les possible, articles ça tourne de loi. pas en ce moment. C'est possible. Les articles de loi seront dans la description de la vidéo. Contact du notaire pour faire l'attestation, après c'est bon. 17 ans, tu montes ta boîte. Ouais. C'est possible, tu peux faire du business. Voilà, donc j'ai commencé, je fais de l'e-commerce et à côté j'ai fait la première activité qui m'a vraiment fait fonctionner l'argent. J'ai commencé avec l'e-commerce, mais au début ça n'a pas trop fonctionné et j'ai bougé sur un autre business model. J'ai créé mon agence de marketing digital. Certains m'ont déjà vu sur d'autres interviews où justement à l'époque j'ai fait ma première quand j'avais 17 ans et je parlais de ce truc d'agence de marketing. Okay. Et c'est là où vraiment, si tu veux, à l'époque, je crois qu'en termes de déter, j'étais bien ranké, tu vois. Je pense que j'étais dans le top 1 français. Et en gros, si tu veux, je t'explique ma vie. J'étais à l'université encore. Donc ça faisait déjà 1 an à peu près que je faisais du business et tout. Ça marchait pas trop. Je travaillais. Dès que je rentrais des cours, j'étais en back-end. Je fais de la musique à côté, du basket. Je rentrais à 21h tous les soirs. Je taffais jusqu'à minuit, 1h.
tous les jours, les week-ends, je faisais que ça. Donc vraiment, c'est un gros sacrifice pendant longtemps. Et je montais mon agence. Et mec, et pour prospecter, j'appelais des gars au téléphone. Genre, j'allais contacter les agences immobilières, tu vois, pour leur proposer de leur faire la pub sur Facebook à l'époque, tu vois. Ok. Je t'explique la scène. Je rentre de l'université, c'est midi. Les gens normaux, ils vont manger et tout. Je fais un sandwich. 12h30, c'est fini. Tu vois, j'ai terminé, j'ai set up mon truc. J'ai le téléphone. Je fais 6-7 heures d'appels par jour, d'appels à froid sur des agences IMO. Donc je tape allô, ouais, bonjour, monsieur Thomas, nanana, je fais ça, etc. Je peux vous proposer ça. Non, 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 non. Longueur de journée. Non, 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 non. J'aurais pu faire un son avec ça, tu vois. J'ai eu des centaines de non, machin. Donc grosse claque. Et j'ai fait ça pendant 2 mois, tu vois. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça dès le début? Pourquoi tu veux entreprendre? Pourquoi tu continues à prendre des calls alors que tu bouffes des noms à longueur de journée? C'est juste pas fait pour toi, retourne à l'école. Il y a un truc que les gens comprennent pas assez, tu vois. C'est que un entrepreneur, on vend toujours la liberté, on vend toujours j'ai envie de voyager, j'ai envie de changer d'environnement, etc. Mais la vérité, ce qui fait tenir un mec 18 heures par jour, ce qui fait après que tout le monde dit t'es une merde, tu réussis pas, nanana, tu continues comme un con pendant des années en espérant un jour avoir une vie meilleure, il y a que l'ego. Il y a que l'ego qui fait faire ça. Il y a que l'ego qui te pousse comme ça et qui te fait dire ok, lâche pas. Ok, continue. Ok, 800ème claque, la 800ème une, le 800ème 1 appel sera la première vente. Ok, crois-y. Il y a que l'ego. Il y a que j'en ai marre d'être une merde. Je vais montrer à ce putain de monde. Je suis pas une putain de merde, d'accord. Et il y a que ça. C'est pour ça que c'est profondément humain, c'est profondément sain la souffrance, c'est profondément sain d'en tirer, de putain de sortir de sa zone de confort. Et nous tous les jours on fait que ça. C'est la culture de la boîte. Je pense que tout le monde ici qui nous écoute hors cadre, qui bosse ici, sait que putain on pousse tous les jours pour aller dans l'inconfort. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est ce que j'invite tout le monde qui regarde ces vidéos à aller dans l'inconfort tous les jours. Et moi, ça m'a amené tellement loin. Ça m'a apporté tout ce que j'ai de ma vie. J'avais franchement rien. Je sais pas bien socialement. Je sais pas bien avec les gens que je côtoyais. J'ai trouvé con, j'ai trouvé différent. J'étais pas à l'aise. J'étais pas forcément à ma place. Putain, je me suis sorti les doigts du cul, mec. Je me suis sorti les doigts du cul, j'ai passé des appels en longueur de journée, et putain ça paye. Donc le message c'est pas un message en mode je crois du monde et tout, mais juste believe it, genre putain ça marche, tu vois. Et moi j'ai fait ça pendant les premiers mois, tu vois. J'ai fait des appels tous les jours en mode putain je suis pas une merde, je vais le prouver, tu vois. Je devais aller en prépa, parce que je suis bon étudiant là-bas, je devais aller en prépa, j'ai dit non, je vais à l'université, j'ai eu du temps, j'y ai cru, tu vois. J'ai consacré tout mon temps à ma boîte. Genre j'appelais jusqu'à 18h, 19h je révisais les cours, je faisais ce que je pouvais, 20h je mangeais, 21h j'allais à la salle, 23h j'allais me coucher, tu vois. Et ça tous les jours, et putain je me souviens que 2 mois et demi après, c'était en novembre, j'appelle un gars, alors je dirais pas qui c'est, mais dans mon cœur qui me suit encore aujourd'hui. Ce mec là je l'appelle, donc il devait être bourré, ou je sais pas, parce qu'à l'époque mon offre était pourrie, mon closing allait pas, la prospection ça allait, parce que tu sais quand t'appelles 1000 personnes, enfin quand t'appelles des milliers de gens et que tu vois on te dit non, dans le moment tu détestes. Des agents immobiliers? Au début, c'est le premier test, la première hypothèse que je vais tester. Et j'ai ce mec au tel, et il me dit ouais, genre. Il me dit ouais, ça y est, ok, je te prends, genre. On signe le devis, 4000 balles. Tac. Voilà, premier rendez-vous quick close. Je dis ok, j'y crois pas trop, j'envoie le contrat, parce qu'en général, quand j'envoie le contrat, il revient pas. Là, je reçois un email, contrat signé. DocuSign. Okay. Je ferme le PC, je suis dans mon appart, 16 mètres carrés. Je suis là, je suis tout seul. Je pose le PC, je ferme, je crie. Mais je crie, je me roule par terre, je déboîte la porte de ma salle de bain. Une petite salle de bain là. Je m'en souviens encore. Les voisins ont toqué tellement je faisais du bruit, tu vois. Mec, c'est des milliers d'échecs, genre. C'est des mois de boulot. Ça, c'était que la prospection avant. J'avais fait plein de trucs, j'ai fait de l'e-com, j'ai tenté des machins et tout. Ça marche pas, mec. Ça marche pas. Et là, donc, depuis le moment où tu te dis je vais me lancer, et le moment où tu signes ton premier client, il se passe combien de temps? Où je lance la partie agence. Le moment où tu testes le e-com, le truc. Il y a 11 mois. Il y a 11 mois. Ouais. Et donc tu signes ce premier client. Donc là c'est bon, c'est extraordinaire. C'est validé, c'est possible. Tout ce que tu fais, ça fonctionne. C'était à combien de temps? C'était il y a bientôt 2 ans. Ok. J'avais 17 ans. Incroyable. Donc là, aujourd'hui, t'as 19 ans, ouais. T'as bougé au Mexique. Il s'est passé quoi depuis cette première mission? Qu'est-ce que t'as ressorti? Et pourquoi t'as replongé dans le e-commerce après? J'ai replongé dans le mal, dans le side dark side.
En fait, l'agence se passait bien. J'ai compris le truc, j'ai commencé à recruter. J'avais un vidéaste, on faisait des tournages. On s'est spécialisé après sur les conseillers en gestion de patrimoine. J'ai fait beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. On a signé des grosses franchises qui avaient 12 agences dans toute la France, qui pesaient des millions, qui avaient centaines de milliers d'euros de budget marketing à l'année. Je me retrouvais dans des situations réelles où tu as un mec de 17 ans dans sa chambre qui appelle des gars à la défense. Et à conseil d'administration, ils ont tous fait l'essai, HEC et tout. Je leur explique, non, en fait, votre marketing, ça va pas. Je vais vous apprendre à faire, tu vois. Et donc, hyper bien, bête d'expérience, j'ai appris tellement, je pense que ça a vraiment changé ma vie. Mais tu te retrouves à un moment donné où tu bosses avec des boîtes qui n'ont pas les mêmes optiques de scalabilité que toi, tu vois. Et quand tu bosses avec des monstres comme ça, tu veux installer un pixel, ça prend 1 semaine et demie, en fait. Et c'est pas concevable dans une optique de développement. Et moi, j'étais en mode, ok, soit je suis là, j'ai 17 ans, je suis encore à l'uni, machin, je prends des bureaux, je recrute des gens, j'essaie de scale au max que je peux cette agence, soit j'arrête. Et je faisais 10-15 000 euros par mois de chiffre d'affaires à peu près. Et là, avec le nouveau client, je venais de rentrer et tout, il y avait moyen que... Enfin, je savais que je pouvais vraiment monter. Et là, je me disais, putain, mais il y a un truc qui va pas. Genre, je revoyais le truc, je me disais, putain, mais... Putain, je savais pas ce que j'allais faire. Je disais, mais c'est pas scalable, ça va bloquer au bout d'un moment, tu vois. Je vais pas pouvoir aller plus loin, et putain, je vois mon quotidien, c'est pas la liberté, quoi. Je taffe, quoi. Je taffe fort. Et j'appelle le nouveau client que je viens de closer, justement ce gars-là, qui je pense, qui vraiment, pour eux, c'est vraiment une franchise connue du secteur de la gestion de patrimoine. J'étais une fierté. Hein. J'ai la photo de leur équipe sur ma porte pour me rappeler ça. Et puis voilà, et donc du coup, je les rappelle et je leur dis non, c'est bon, j'arrête. Et je désiste tous les clients, je pars sans liste de clients, machin, sans rien. J'arrête de bosser avec les mecs avec qui je bossais. Sans plan B. Et sans plan B, genre. Et du coup, il s'en passe 2-3 mois où je tente de faire des funnels de vente de PDF, des machins, je teste. Je tombe dans le dark side du copywriting. Je lis des bouquins, je recherche, développe. J'aime bien me foutre dans la merde. De manière générale, je pense que c'est une bonne caractéristique d'entrepreneur, c'est se mettre dans l'inconfort, tu vois. Ouais, mais ça te procure une pression. Moi c'est cette pression qui me fait taffer, qui me fait être productif, qui me fait focus. De se dire, ça peut être soit j'ai pas de thunes, soit je me suis mis 72 projets sur la gueule, il faut que je les assume. Cette pression, elle peut avoir genre 50 formes différentes, mais elle fait du bien. En tout cas, moi aussi, c'est clair. Et la pression sur le coup, tu l'aimes jamais. Enfin, ça dépend. C'est quand t'es au lit, tu te couches, tu souris, tu dis putain, je suis un grand malade. Et après, putain, quand ça marche, les meilleurs moments de ma vie, tu te sens vivre, quoi. C'est dingue. Et donc, voilà, petit à petit, je reviens sur e-commerce, je fais 2-3 boutiques. Et donc là, ça date d'il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'ai ma première boutique qui marche bien. Je vais faire 50 000 euros de bénéfices, quelque chose comme ça, en un mois et demi. Et voilà. Jusqu'à ce moment-là, comment à 17 ans t'es crédible quand t'es en call avec des gars à la défense qui sont de la vieille école, diplôme, la totale, grandes écoles en plus. Comment à ce moment-là, toi t'arrives et tu mets tes balls sur la table et tu dis c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, c'est curieux, hein. T'as de savoir. Hein. Non, j'ai fait pareil. Je veux voir comment tu l'as fait. Ça, c'est l'ego. C'est pas magique, hein. C'est justement parce que c'est en call que ça marche. C'est justement parce que j'ai pas parlé d'âge et que dès que j'ai un gars, j'avais un fiscaliste il y a 1 semaine au téléphone et le mec, il me fait des vannes en disant mais en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes dans le secteur d'e-commerce qui m'appellent, les mecs qui savent rien, etc. Je dis ah ouais, bon, vous savez, moi je suis jeune quand même. Il dit ah bon, vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Ah bon, je pensais que vous en avez 30. Il y a un truc, c'est que quand vous choisissez d'entreprendre, peu importe ce que vous allez faire, même que vous soyez freelance, que vous vendiez du service, n'importe quoi, à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais personne qui vous demandera un CV. On va vous demander du résultat. Et c'est tout. Et si ce résultat, vous arrivez à le fournir à votre client, et ben vous avez tout gagné. Et vous pouvez exercer peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez, peu importe votre couleur de peau. Et c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait. C'est que n'importe quel mec déterre, n'importe quel mec qui a la dalle, qui a un bon ego, et bien avec de l'acharnement, il peut tout faire. Et ça, c'est fou. On vit dans un beau monde quand même. Non, mais c'est fantastique. Ce truc-là, pour moi, c'est fantastique. Et voilà, tu l'as dit, le mec, j'ai l'hôtel, il sait pas quoi. Il sait pas que j'ai 17 ans. Et puis je lui parle, et puis je suis crédible parce que ben, voilà, ça fait des mois et des mois que je passe ma journée à voir des mecs de son milieu. Je sais exactement ses besoins, je sais exactement comment le résoudre. Je me suis créé de la preuve sociale. Je montre des bons exemples, tu vois. Et voilà, l'impact, il y est. Et le mec, à la fin, il me rappelle le soir même, pendant que je suis à la salle de sport, à 21h, il me dit ok, c'est bon, le deal est closé. C'était 4500 balles d'acompte d'entrée de frais de mise en place. Putain, moi, j'étais aux anges, tu vois. Ah, et jusqu'à qu'avant, 1 semaine après, du coup, je décommande. Mais sur le coup, c'était sympa. Et ouais, mais tu vois, j'ai fait des closings en physique. Parce
que je suis allé prospecter en physique aussi. Tu sais, toc à la porte à Lyon, à l'époque à côté de mon appart. J'ai voir les Alantimo. Le taux de conversion, c'est pas le même. De conversion, c'est pas le même. Le taux de conversion, c'est pas le même. Parce que Et j'ai tu, beau bien arriver. T'as des produits en drop, je pense, de moustaches ou de trucs dans le genre. Ah bah je les expérimente. Là, le résultat de tous les produits en drop que tu trouveras sur le marché. Aïe, aïe, aïe. 50 boulots. Toi, tu disais ça, non? T'es un bon client à moi, non? Sûrement. Ok, on va parler de e-com parce qu'on est quand même sur une chaîne où on parle de Shopify, on a pas mal de e-commerçants dans la communauté. Toi, tu as testé la classique, à mon avis, tu as commencé par du Facebook Ads, à lancer des petites boutiques monoproduits. C'est quoi ton expérience? Comment ça s'est passé? Il y a un an et demi, c'était pas non plus l'âge d'or, c'était déjà, ça se professionnalisait déjà pas mal, il y avait déjà les blocages de BM qui arrivaient. Comment tu as vécu ça? Moi, c'était un peu particulier. Parce que si tu veux, je suis revenu assez tard à l'e-com. Si quand j'ai commencé vraiment le business en ligne, j'avais eu, bon, tout le monde dit ça, j'avais les knowledge que j'avais aujourd'hui, là ce serait ça. Alors. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je suis trop content d'avoir fait le parcours que j'ai fait, etc. Mais il y a un fait, c'est que je suis arrivé assez tardivement à un seuil où j'ai la capacité d'encaisser beaucoup fort, développer, etc. etc. Tu vois. Genre full time, j'avais le knowledge, j'avais les épaules, le skills, la structure juridique, etc. Tu vois. Parce que mine de rien, j'avais plusieurs problèmes avant que incompressibles dû à l'âge. Donc concrètement, il y a autant où depuis que j'ai commencé à faire d'argent, moi j'ai toujours eu cette optique avec l'e-com, j'ai toujours eu cette optique de systémiser. Donc on a monté un système, on a recruté des gens, etc. J'ai monté un Slack et on tournait beaucoup sur ce principe assez classique que tout le monde connaît, qui marchait vraiment bien avant je vais trouver un produit qui fonctionne, je vais le ramener sur un marché où il n'y est pas et on va scaler, puis quand c'est fini on trouve un autre produit, etc. Qui manquait beaucoup de valeur théorique et de compréhension du monde de l'e-commerce à cette époque dans ma vision, mais faute de quoi, c'était un système qui fonctionnait. C'est un système qui fonctionnait très bien. Et donc on testait beaucoup de produits, on avait un mec qui faisait les créas, etc. On testait beaucoup de produits, on trouvait ce qui fonctionnait, on lançait, on répliquait, marché français, allemand, italien, etc. À ce moment-là, tu payes tes prestataires directement au temps, ils touchent tous une com sur ce que tu fais, tu as du budget pour... Ça dépend des gens, tu vois, le vidéaste, ça va être la vidéo. Le mec qui met sur le media buying, va y avoir un fixe plus une commission. Ça dépend du poste, ça dépend si c'est rewardable à la perf ou quoi. Je te coupe parce que c'est quand même la première fois que j'entends ça. Tu commences le e-com, enfin on recommence, mais tu ne fais pas tout seul. Alors, les premières shops, je les ai fait. Mais dès que j'ai fait de l'argent, dès que j'avais largement assez d'argent, donc assez vite, hein, au final, quand je me suis remis sérieusement, parce que bon, j'avais aussi un back-end du coup que je m'étais gagné qui me permettait d'avoir assez de connaissances pour assez vite marcher. Donc au bout d'un mois et demi, 2 mois, quand j'ai arrêté avec les funnels de books que j'avais mal fait, j'ai fait de l'e-com et là ça a marché et direct après, j'ai commencé à créer un système. Ouais. Okay. J'ai commencé à créer un système, machin, que j'ai encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui bossent avec moi maintenant, ça fait quelques années. Enfin quelques années, non, ça fait 1 an et demi, un truc comme ça. Et donc ouais, et donc ça marchait, etc. Jusqu'à ce qu'on sorte à un problème. J'étais en voyage en Grèce. Et là, j'avais déjà eu plein de problèmes de BM, des scales coupés, machin. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est de faire 7 KD, 2K5 de BNF par jour, et d'un coup, bam, terminé le lendemain. Plus rien. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Et c'est là que tu te dis, je base mon avenir sur quoi? Je base mon avenir sur rien. Donc, à ce moment-là, tu te dis, ok, tu continues, machin, tu relances le produit, tu t'arranges, faute de quoi, t'as pas mieux. Et là, au bout d'un moment, c'était la goutte de trop, store qui fonctionne, marché UK, je suis en Grèce, tranquillou, avec 2 potes entrepreneurs, le système tourne, comme d'hab, les prestataires ça avance, et là, bam, je me fais shutdown un site, FBAs et tout, je pète un câble. Alors, je pète un câble, c'est la goutte de trop, il faut trouver une solution. Et là, partant de ce constat, j'analyse la situation, je dis ok, je revends un produit sur lequel je suis pas propriétaire, que n'importe qui peut vendre. Je fais pas vraiment trop de travail marketing, c'est-à-dire que n'importe qui peut me bouffer et recopier ce que je fais, j'ai aucun avantage comparatif, je crée pas de douve, comme dirait Warren Buffett. Donc là-dessus, j'ai rien, je peux me faire bouffer. Mon trafic dépend. Je maximise pas les acquisitions de trafic que j'ai déjà eu. Donc j'ai pas de valeur long terme, j'ai pas de socle. Si demain il n'y a pas de pub, je fais pas d'argent. Et le trafic que j'ai, il peut m'être coupé du jour au lendemain. Donc là, c'est bien, tu as de l'argent, super bien joué, Thomas. Mais en fait, il n'y a rien, quoi. Ce que tu fais, certes, ça marche. Mais sur le long terme, prépare-toi à ce qui va arriver. Petit ref à mon pote
Romain, Dropshipping Reborn, j'ai un business. En fait, non. Ouais, Rien du tout. c'est vrai, oui. Je sais pas, je sais plus si elle a dit ça, mais oui. Et donc, tu te rends compte de ça. Et donc je me dis, vas-y, faut trouver. Première chose que je vais améliorer, j'en ai marre des bans, faut que je trouve une autre plateforme publicitaire, tu vois. Et Tu te dis direct, c'est la plateforme publicitaire. Tu te dis pas, peut-être que si je suis plus pro, ce genre de problème n'arrivera plus. en fait, c'est un ensemble, et c'est ce que j'explique à tous les gens que je suis, à mes élèves, etc. Et on en parlera après, parce que justement, aujourd'hui, j'ai un point de vue qui est assez différent. Mais si tu veux, l'e-commerce, c'est. Bien sûr que ta source de trafic, ça reste un canal. C'est-à-dire, si tu vends, t'as une offre qui pue la merde, ça va pas commercialiser, tu vois. Mais moi, franchement, sur le coup, là, Facebook, j'avais eu ma dose, tu vois. Donc, on reviendra après sur la partie side e-com, etc., machin. Mais si tu veux, là, sur le coup, il fallait que je trouve une solution à ça. Donc, j'ai testé 40 000 sources de trafic, j'ai fait du Snap, on avait déjà fait du TikTok, je connaissais TikTok, on a fait du Twitter, on a fait du Bing, on a fait du Native, on a fait plein de trucs. En ads ou en En contenu. paid trafic. Ok. Paid trafic. Et j'en viens à tester Pinterest Ads. Et là, je lance un produit, ROS 5 direct. Je le rescale en 5 jours à 3 cadets. Je me dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Tiens. Ça me rappelle quelque chose. Et là, je regarde un peu les datas L'Eldorado. et je vois CPM 2,50 €. Bon, Parfait. honnête. Je vois que le conversion rate il suit, je vois que le produit ça va, bon, très bien. Je vois qu'on fait 50% de marge, bon, très bien. Parce que là ça va. Je me renseigne, je prends assez vite sur PIN, le support client sur PIN ça n'a rien à voir. Si tu veux, tu commences et 100 € par jour, t'as déjà un mec qui t'est collé, t'appelles quand tu veux, t'as son numéro et tout. Moi, comme j'avais commencé à bien spend, parce qu'à la fin on a commencé à spend 1K5 sur la plateforme, ils m'ont collé un mec un peu compétent, tu vois. Je l'appelle et tout, je lui dis bon, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour me prévenir des risques de ban, tu vois. Moi, j'avais ça dans la tête, je me suis dit, tu sais, t'es dropshipper, tu fais un truc qui tourne en FBA, tu dis bon, quand est-ce que arrive l'ouragan, tu vois. Là, il fait un peu trop beau, en fait, la météo, elle a changé. Et là, il me dit, il n'y a pas d'ouragan, mon gars. C'est-à-dire que là, on est sur une plateforme encore de techniciens. Et en fait, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que Facebook, en 2016, c'était une plateforme de techniciens. C'est-à-dire qu'au jeu de l'époque, on avait des médias buyers, qui avaient des profils mathématiques, qui sortaient des tableurs Excel, qui analysaient de la data, qui en tiraient des conclusions, et c'était purement mathématique. Et aujourd'hui, sur Facebook, c'est pas la même chose. Sur Facebook, on est sur une plateforme qui a de l'intelligence, qui a un CPM qui a bien augmenté, et on est surtout une plateforme dite créative. Et c'est ta créative et la cohérence avec l'offre que tu as proposée qui va te permettre de tranquer et de fonctionner sur FB avec l'awareness qu'a ta brand, etc. Non, mais etc., carrément, etc. on a l'algo le plus poussé quoi, via Facebook. C'est Ouais. ça. Tu jettes ta créative limite. Mais ça veut dire quoi ? Il fait tout le boulot. La conséquence, c'est que sur Facebook, si tu sais faire marcher Facebook en 2016, tu mets des CPA manuels, tu mets des trucs, des machins, tu fais marcher ce que tu veux. Aujourd'hui, ça pue sa mère, ça pue sa mère. Sur PIN, on est encore à cette époque-là. C'est pour ça que j'aime bien dire c'est Facebook Ad en 2016. C'est un peu ça, tu vois. J'aime bien aussi la comparaison, mais Facebook Ads a évolué depuis 2016 et Pinterest est voué à le faire aussi. Tout à fait. Mais la différence, c'est que maintenant, tu as la possibilité, avec le knowledge que tu as maintenant, de te positionner sur PIN et de rentrer dans les petits papiers. Et de monter des sites qui sont très présents, des marques, des sites de drop, ce que tu veux, mais les faire tourner sur le long terme et de faire copain-copain avec la plateforme pour quand ça sera à la hauteur de Facebook. Je veux dire que les mecs, le gars qui a le même site qui tourne sur Facebook depuis 2015 en ad, Ouais. il n'a pas les problèmes que toi et moi on a. T'appelles le e-com specialist head office. Mais il tourne très bien, quoi. Tu vois. Toronto, tu dis salut Xavier. Ça, Xavier, ça va? Ouais, bah tranquille, comme tous les jours. mes pubs s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ton BM, tranquille. Bon, mais voilà, sur PIN, c'est encore cette époque-là. C'est ce que j'aimais bien sur cette plateforme. Ça performe bien, etc. Et donc, je me suis pas mal intéressé, je me suis un peu spécialisé dessus, et maintenant, on tourne pour 90% de notre trafic provient de la plateforme, et ça tourne plutôt bien. Mais après, on parlera évidemment d'évolution macro, parce que Pinterest, ça reste un canal, et c'est très intéressant pour le dropshipping. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de débuter en dropshipping aujourd'hui, sur ce trafic qui est hyper simple à manipuler. Alternative. Et ouais, mais même pas. Enfin, alternative, ouais, sur le trafic alternatif, mais pour le mec normal qui veut faire ses quelques sous en dropshipping, tu vois, pour moi, c'est la dinguerie. C'est assez simple à faire fonctionner, la saturation est différente, et aujourd'hui, c'est le bon moment pour se lancer dessus, clairement.
même si bien sûr après si tu veux on parlera de marque etc. Et là j'aurais un point de vue différent sur Pinterest. Je pense que ça demande une certaine flexibilité dans le sens où beaucoup de personnes qui vont se lancer vont passer par des contenus qui vont t'apprendre à créer une campagne Facebook et toi on te demande dans ces formations d'appliquer pas à pas tout ce que ton formateur va faire. Et des formations autres que tu vois, des formations complètes qui vont amener une personne d'où elle est vers quelqu'un qui a lancé sa boutique et qui potentiellement une boutique qui fonctionne, qui peut scale, bah, ça se fait malheureusement encore aujourd'hui sur Facebook. Donc personne ne va avoir un peu en tout cas les gens qui se lancent vont pas avoir un peu ce tac au tac de se dire tiens faut que j'aille sur une autre plateforme. Après avoir fail 2, 3, 4, 10 produits, ça te fait bloquer, peut-être que le switch arrive, je te dis peut-être que je vais exploiter une régie, une autre régie, comme tu l'as fait. Donc aujourd'hui, tu es spé sur Pinterest, ça fait une vingtaine de minutes qu'on part. J'adore ton parcours, mec, c'est impressionnant. Je pense qu'on va approfondir un petit peu plus en détail Pinterest pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la plateforme. Déjà, juste sans parler de la régie, ce serait quoi les différences en termes de communauté, en termes de contenu par rapport à Facebook? Il y a une différence déjà fondamentale sur la gueule qu'a ton feed. Sur Pin, même si tu es sur téléphone, tu as en permanence 4 ou 5 publications sous les yeux, tu vois, voire plus. Donc ton niveau d'attention diminue. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de description. Donc c'est une plateforme qui est très visuelle, sur laquelle ceux qui sont capables de capter l'attention rapidement ont l'avantage. Ça déjà c'est un point, vraiment c'est game changer dans la façon de faire les créas, etc. etc. J'ai vu que les pubs ont le même format que les posts. Ouais, c'est des pins. Ouais. En fait, sur Pinterest, d'abord tu crées un pin qui est l'équivalent d'un post sur Facebook, et après tu promouvois. Pas comme sur Facebook, tu peux créer des pubs directement. Ok. Là, tu crées d'abord un pin, et après tu promouvois. Mais c'est une bonne manière de faire derrière, parce que tu vas créer du contenu. Celui qui se démarque et qui marche, tu l'as. Ouais, alors ça peut être intéressant quand tu as une audience, etc., de faire des tests d'engagement, mais ça, c'est comme sur Facebook, tu as un compte Insta, tu as une marque. C'est la logique classique de faire un bilan avec ton community manager à la fin du mois, de voir les 10 posts qui génèrent plus d'engagement et de faire des petits tests de créa et en tirer des conclusions sur ton buyer persona. Ça, c'est assez classique. Sur Pin, je fais pas exactement ça parce que le problème, c'est que sur Pin, on peut du coup traquer et voir, en gros, si tu es sur le profil Pin de quelqu'un, si le mec il cache pas ses pins parce qu'il y a une possibilité de cacher. Okay. En gros, du coup, tu regardes quel pin marche, quel créa marche, etc., etc. Donc tu peux spy hyper facilement. Donc moi, je cache justement les pins qui passent en ad pour pas qu'on puisse les retrouver, d'accord. Donc il n'y a pas ce double jeu organique, mais tu pourrais effectivement commencer par ce que tu pourrais faire, c'est créer un pin qui, genre poser tous tes pins si tu as une audience sur pin et voir lequel fonctionne mieux en engagement et en créer un deuxième similaire que tu caches et que tu vas t'en servir en ad. Ok, est-ce que tu crées du contenu sur Pinterest ou tu fais que de l'advertising? Quand on a un produit, comme on a 2-3 sur lequel on a vraiment créé une marque forte, multitrafic, etc., multicanal, à ce moment-là, effectivement, il y a c'est une plateforme qui fonctionne beaucoup par itération, etc., et tu as beaucoup de bénéfices à avoir une partie organique également sur Pinterest, puis ça se fait plus sur un second temps. Ok, donc premier temps, toi, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu testes sur Pinterest. Si le produit marche et que tu souhaites et que tu vois que tu peux le garder sur long terme, tu vas continuer à balancer du budget sur Pinterest, mais après, tu vas passer quand même sur d'autres régies pour faire un branding Google, que les gens puissent te retrouver déjà sur les moteurs de recherche et après, potentiellement, repasser sur du Facebook. Ouais, c'est un peu ça. Il y a une grosse logique. Moi maintenant, ce que j'aime bien promouvoir, et tu vois, je fais pas mal de publicité, on a pas mal d'élèves qu'on accompagne, etc. Et effectivement, Pinterest Ads, ça brille. Je te dis, tu fais du dropshipping, viens sur Pinterest Ads, c'est l'Eldorado Facebook en 2016, waouh, trop bien, faut que je vienne, tu vois. Mais la vérité, et ce qui se vend moins bien, mais ce qui est réellement ce que j'enseigne et ce qui fait fonctionner les gens, c'est d'apprendre l'e-commerce. D'apprendre cette vision full scale, tu vois. Et ça, c'est le plus dur à comprendre, tu vois. Ça demande du temps, de l'expérience, de la passion, etc., etc. Et c'est toujours pareil, c'est pas la régie et le fait de manier une régie qui va faire que tu vas percer.
c'est pas ce qui va faire c'est ça va toujours les percer. mêmes piliers, même du business, sans parler du e-commerce de manière générale. Tout à fait. À qui tu t'adresses, à quel problème profond tu réponds, quels sont les bénéfices de ton produit, de quelle manière tu vas les mettre en avant, et comment tu vas cibler Ouais, ces quel personnes, funnel tu vas adapter jouer, ton- quel angle tu vas Exactement. tester, etc. etc. Et Mais quelle le est ta truc, vision derrière aussi. tout à fait. Mais le truc, c'est que là-dedans, il faut ajouter 2 paramètres. Le premier, c'est que les gens qui nous regardent sur cette interview, ils disent allez, c'est bon, ils nous rabâchent le truc, machin, marketing et tout. Je sais que tu penses comme ça. Je sais parce que j'étais comme toi. Et j'ai regardé des interviews pendant 1 an en me disant ça vaut rien, j'ai juste recopié des pages produits ricaines, j'ai lancé, ça a marché. Et ça a marché. Maintenant, c'est fini, mec. Pas de chance, c'est terminé. Genre, remonte dans le temps, regarde l'interview il y a quelques temps, peut-être ça marcherait, mais maintenant ça marche plus. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que vraiment ce qu'on dit là, c'est les piliers, tu vois. C'est apprendre l'e-commerce. Mais par contre, c'est chaud. Plus chaud que manier quelques trucs ou quelques trucs. La deuxième vérité, je tenais à le souligner, la deuxième vérité, c'est que il y a quand même un travail à faire maintenant sur. En tout cas, je parle de PIN. Sur PIN, il y a un gros travail de configuration. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui c'est une plateforme encore technique, l'algorithme est jeune, etc. Moi, si j'applique des stratégies de Facebook Ads classique, je sais pas, je vais faire 5 Ads 7, machin, tout ça, je la mets sur PIN, ce que j'ai fait au début, hein, parce que sur PIN, j'ai fait des mois rouges au début, où je testais des trucs. Parce Garde que la même façon de Ouais. fonctionner. sur PIN au début, il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas de formation, donc j'ai dû faire mes tests moi-même pour développer ma méthode, tu vois. Et j'ai créé du réseau avec plein de gens autour du monde, machin, avec qui on se fait des calls réguliers pour on performe et on peaufine tout ça maintenant. Mais au début, c'était dur, tu vois. Et quand j'appliquais mes trucs que Facebook, ça marchait pas. Hein. Ça marchait vraiment pas. Tu vois, genre, ça a mis du temps. Et c'était un gros coup de chance, le truc qui a bien un peu performé au début. Parce qu'après, ça a mis du temps à reprendre, parce qu'il fallait que je peaufine la méthode et je comprenne. En fait, ça fonctionne très différemment. Mais du coup, quand tu as les bonnes méthodes de media buying, d'achat, les bonnes techniques d'achat média, ça fait quand même une diff encore sur PIN. Je dirais que, tu vois, typiquement, ce qui fait que Facebook, ça marche, t'as évidemment donc la partie site, ton produit, ton offre, ton funnel, machin, etc. Et après, la partie media buying, ta créa et tes techniques d'achat média. Là, t'as tes 4 points, hop, c'est bon, t'as ton lancement, t'as ton offre. Hop, en Produit, 24 site, heures, créa t'as ton lancement produit. et technique d'achat média. Et sur la proportion, juste ce que je voulais dire, c'est que sur PIN, la proportion des techniques d'achat de media buying, aujourd'hui, c'est encore très élevé, tu vois. Ok. Ça a représenté 40% de l'équation globale de réussite, là où ça va être 15% sur Facebook. Qu'aujourd'hui, si tu as les bonnes méthodes, etc., sur PIN, tu fais performer vraiment beaucoup de produits. Et c'est très facile d'arriver sur un produit qui est saturé et prendre des parts quand tu sais un peu comment ça marche. C'est pour ça que c'est intéressant. Tu as des défis techniques à relever plutôt que des défis de saturation. Mais les défis techniques, si tu es un peu débrouillard, tu peux réussir. Les défis de saturation, c'est baisé. Donc c'est pour ça que pour moi, quand tu es un débutant et que tu arrives à trouver les bonnes méthodes, PIN, c'est vraiment l'Eldorado et c'est le truc où aller, tu vois. Ok. Tu conseilles du coup PIN, tu recommandes Pinterest pour une personne qui débute et qui n'arrive pas forcément à générer des résultats sur Facebook ou d'autres plateformes? Ouais, même un mec qui démarre de base, tu vois, genre juste, t'as pas encore fait du drop, t'as envie de monter un truc stable, PIN c'est stable, PIN ça tient beaucoup sur le long terme, tu vas faire tourner des boutiques pendant 6 mois, et encore, si t'es capable d'itérer sur tes créatives et sur ton produit, etc. Là où sur Facebook, ce sera plus compliqué, tu vois, si tu fais pas de renouvellement. Sur PIN, il y a moins de saturation du marché, t'as moins de chances qu'on vienne te bouffer, il n'y a pas d'outil de spy. Donc il n'y a pas d'ad spy, machin, tu vas te faire bouffer tes trucs, t'as pas de ban, les CPM ils sont encore bas, l'algorithme il évolue, c'est encore une plateforme de technicien. Enfin un mec de base, même sans parler que Facebook il y a des bans et machin, etc. et que c'est un problème, c'est pas juste Facebook ça marche plus donc je vais sur truc. PIN, putain, c'est vraiment lourd. Et j'invite n'importe qui ici, qui même si t'as pas les méthodes de media buying, va voir le potentiel que ça a, va te familiariser avec l'outil, tu vas vite comprendre. Commence à spend, ouais. Aujourd'hui tu es formateur. Donc tu enseignes aux gens tes méthodes À mon plus grand plaisir. Sur Pinterest. Notamment, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça et pourquoi tu t'es dit tiens, je vais l'enseigner, pourquoi tu te focuses pas à 200% sur ton activité de base dans l'e-commerce? Mais si tu veux, quand ça doit faire à peu près 6-8 mois que j'accompagne des gens, tu vois, sur PIN, etc. Dès le début, assez vite, des premiers mois, dès que j'ai mis les premiers résultats, il y a des mecs qui sont venus me demander, donc je les ai aidés, etc. en one-to-one, tu vois. Ça m'a aidé aussi à comprendre les objections, ouais, de ouf. Plein de gens qui m'ont DM, genre, sollicite, si certains me voient, respect à vous. Et donc, tu vois, j'en ai aidé pas mal, etc. Au début comme ça se fait naturellement, tu vois, en postant les premiers résultats.
Et donc c'était bien. Et c'est assez récent que j'ai créé vraiment le programme aujourd'hui avec un tel niveau d'accompagnement, machin, où on a plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui qu'on accompagne et tout. Donc avec une logique d'accompagnement, etc. C'est pas simplement une formation. Où vraiment on va loin dans l'objectif avec une garantie et tout. C'est vraiment un programme, c'est pas du Yomi en mode à la chaîne, machin. Non, j'ai vraiment, tu vois, on essaie de créer un truc top et ça tourne autour de PIN. Et cette logique, tu vois, moi, que j'adore, qui est de transformer un produit en produit gagnant. Et ça, c'est beaucoup un truc que je mets en avant, autant que Pinterest. Toute cette logique de test, de création de funnel, de création de développement de produits, de marketing. Et tu vois, quand je dis ça, les gens me disent ouais, blabla, machin, etc. Et après, parce que je montre souvent, je mets 2-3 case studies de produits qui tournaient à 0.4 de ROS, qu'on a fait monter à 2.7. Tu vois, j'ai des exemples, je dis lui, peut-être c'est classique que je montre tout le temps. Mais j'ai plein d'exemples, tu vois, de produits qu'au début on fait tourner, que les gens abandonnent et que nous on arrive à faire marcher. Et en fait, la grosse différence quand tu as cette capacité-là, c'est que tu arrives à faire marcher des produits et en fait, en faisant marcher ces produits, que les gens n'arrivent pas à faire marcher, tu arrives sur des océans bleus, on ne peut pas venir te bouffer des parts de marché. Et donc là, tu te retrouves avec un produit que les autres n'arrivent pas à faire lancer, les autres n'arrivent pas à lancer, on ne peut pas te bouffer tes parts, sur une plateforme où il n'y a pas de ban, qui est stable, et tu as le temps de créer et de te mettre dans les petits papiers. Et donc le combo des deux, comblé avec une stratégie de branding, parce que du coup, tu as du temps. Tu as du temps pour faire ton truc correctement, de développer, etc. Tu as le temps de créer ta marque, bam, 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 explosion. Là, c'est lourd. Et pour répondre à ta dernière question, tu voulais peut-être que je réponde à ça? Ouais, alors tu vas répondre juste après, mais comme tu dis, juste pour le rappeler, et c'est vrai, c'est que on ne s'appuie pas que sur la régie. La régie, c'est juste un élément de toute la boucle qui fait que si tous les éléments sont bons et alignés de la bonne façon, c'est l'explosion. En effet, à ton tour. Ta question, c'était? Je sais plus. Ta question, c'était un truc, pourquoi... C'est une question intéressante que moi je me posais souvent quand j'achetais des formations. C'était plus la différence peut-être. Non, pourquoi toi tu fais des formations et tu t'occupes pas que sur ton business ouais. Bon, alors évidemment, il y a le truc comme quoi c'est trop bien, je pense que tu connais, tu recevras les témoignages, les gens que tu suis et tout. Je pense qu'on devient assez addict à ça, tu vois. Puis toi qui as un ego fort aussi, ça te permet de nourrir un peu, de l'alimenter. Ouais, bon, attention, reste tranquille. On a ce petit point commun de Thomas, tu vois. Je vais pas te lâcher, hein. Tu crois quoi? Et donc ouais, il y a ce plaisir-là, si tu veux. Donc ça, c'est hyper cool. Et ensuite, la mutualisation de... je pense qu'on gagne, même en termes de rémunération, je pense que c'est intéressant pour moi de mutualiser cette méthode que j'ai développée, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on fait fonctionner tous nos produits. Il y a énormément de place sur PIN, avec les méthodes qu'on utilise, avec les trucs de vente, comment on dispose nos produits. N'hésitez pas à aller voir mon podcast si vous voulez plus de détails sur ça. J'en dirai pas plus ici parce que ce serait trop long, mais on vend pas nos produits de la même façon que les autres le vendent. Et avec ces principes-là, il y a beaucoup de place et c'est même plus rentable pour moi de mutualiser cette méthode. Et c'est-à-dire que de partager, de prendre un fee, tu vois, un pourcentage sur les gens qui vont rentrer pour l'utilisation de cette méthode, ils vont l'appliquer. Et en gros, ça crée une armée de personnes qui utilisent cette méthode. Et là on prend vraiment de l'impact sur le marché, on peut vraiment créer un truc avec cette méthode. Comme tu le dis, toi, en comprenant profondément comment l'e-commerce fonctionne, comment les gens achètent via Pinterest, comment tu maîtrises cette régie publicitaire, tu arrives à faire du 90, 100% de réussite à chaque fois que tu vas lancer un produit. Ah ouais, on fait fonctionner tous nos produits. Et les produits qu'on abandonne, parce qu'on sait comment les faire marcher, le problème c'est que ça va demander trop de tests, on connaît le parcours, et du coup c'est plus rentable pour nous d'aller switcher sur un autre. Mais du coup on reste sur 80% des produits qu'on lance. Et les 20% suivants on pourrait, mais on ne les laisse pas. Et on a des règles très précises, on a un cahier des charges précis, on lance pas n'importe quoi, on lance des produits qui sont intéressants. Tu vois, mais moi je fais beaucoup la différence entre un produit winner et un produit intéressant. Les gens ils disent genre ah ouais j'ai trouvé des winners, j'ai trouvé plein de winners, je viens de faire ma recherche, j'ai 20 winners à tester. Calme-toi. T'as 20 produits intéressants qui ont de l'attraction, où il y a une preuve vite fait de marché, on n'a pas vu le contexte ni l'offre, où il n'y a pas de back-end, tu sais pas la lifetime value du produit, tu sais pas le mec à combien touché CPM parce que tu sais pas sa configuration, tu sais pas s'il y a les autres sources de trafic, s'il y a de l'organique, tu sais pas plein de choses. Et nous, on va sélectionner des produits intéressants et avec nos critères, notre expérience, on sait que ce produit-là, il va, si on le lance de base comme ça, il y a des chances que ça fonctionne, mais ça va être les taux de conversion classiques d'un mec qui lance des produits pour trouver des winners. Mais s'ils sont éligibles pour notre méthode à nous, notre parcours différent, là c'est bon, tu vois. Okay. Donc ça rentre une certaine catégorie, c'est vrai qu'on peut pas lancer, on lance pas n'importe quoi, non. Mais c'est vrai que pour avoir vu tes funnels,
t'étais des premières personnes à me parler de la façon dans laquelle tu structures ton funnel, et c'était super intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas. Peut-être que c'est lié à Pinterest, ou peut-être que c'est une façon de faire aussi qui s'utilise dans d'autres cas. Disons que c'est très peu fait en France, surtout, et en Europe en général. Ok. Il y a beaucoup de gens aux US qui mettent bon, tout vient des US, mais c'est encore très tôt pour le faire. C'est pour ça que ce que je te dis, c'est que tu vois des produits qui fonctionnent, il y en a tellement, et il y en a aucun qui utilise cette méthode, tu vois, qui ont fait un travail et tout sur la façon de le vendre. Et donc ça rend tout intéressant, parce que si tu veux, nous on double les ROAS des produits qu'on lance avec notre méthode, en optimisant tous les aspects du funnel, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ouais, effectivement, il y a très peu de gens qui le font sur le marché français. Et c'est pas propre à Pinterest non plus. Hein, et cette méthode, du coup, vous pouvez la retrouver en vous adressant à Thomas. C'est pas un... J'aurais adoré en parler plus. Si tu veux qu'on en parle plus en détail, on peut en parler plus en détail. Je vais pas faire la méthode secrète ou quoi, mais c'est juste peut-être t'as des questions. C'est pas une méthode secrète, au contraire, c'est une méthode qui est hyper intéressante. Qui s'appuie sur des trucs fondamentaux, quoi. Il n'y a pas de secret. Tu vois. Ce podcast, il est un peu décollé comme ça. On n'est même pas en train de faire un podcast, on est en train de faire une vidéo. On faisait juste un podcast avant, et je me suis dit ça peut être cool de t'avoir, Thomas, en train d'échanger sur la chaîne. Je savais que ça allait dévier sur Pinterest parce que c'est ta spécialité et c'est vraiment le truc que tu gères le mieux. En effet, je pense que ce serait hyper intéressant que peut-être tu ailles plus loin dans cette méthode et que tu donnes quelques astuces aux personnes qui veulent dès maintenant, à la fin de cette vidéo, tout de suite, potentiellement se lancer et aller découvrir Pinterest par eux-mêmes. En gros, la logique, c'est un truc en plusieurs étapes. Déjà, je pense que quand tu fais de l'e-com, aujourd'hui, il faut avoir une vision hyper long terme, tu vois. Et faut pas sauter winner après winner, etc. Tu vois. Donc, fondamentalement, si tu veux faire fonctionner un produit sur le long terme, je pense que si tu as une appétence à mieux comprendre le marché dans lequel tu trouves, parce que tu as du lien, je sais pas, tu as dans le vélo, machin, etc., tu as un avantage. Donc nous, on vend pour la majorité des produits qu'on adore. Genre. C'est un truc tout con, mais tu sais, on pense drop, on pense bénéfice et tout machin, mais tu vas voir après que drop, c'est qu'une étape. Ok, donc t'es pas, par exemple, j'ai des potes qui ont des process de sourcing qui sont méga poussés, qui analysent, qui affinent leur étude de marché à un max du max. Il y a un seul mec lancé sur le marché français, il se lance pas, etc. Ouais. Toi, c'est pas ta façon de fonctionner. Bah, en fait, j'aime pas cette logique-là, parce qu'elle est fondamentalement déviée sur un concept de winner. Tu vois. C'est-à-dire que ton produit, il fonctionne que parce qu'il est exceptionnel. Que parce que c'est un masque Décathlon, tu vois le masque que je te parle qui prend toute la tête, ce masque là tu peux le foutre à une boulangerie, il va vendre, tu vois, parce qu'il est trop bien ce produit. Mais le problème c'est que quand tu vends un truc comme ça, justement, parce que tu me disais dès qu'il y a un gars qui sent sur le marché c'est mort, le problème c'est que dès que tu vas le lancer, que tu vas commencer à apparaître sur les trucs de spa et tout, tu vas te faire bouffer ton produit. Donc fondamentalement c'est une mentalité qui est short-termiste, qui est court-termiste. Parce que tu vas te retrouver à un problème, c'est que tu vas vite arriver sur une saturation de marché parce que tu vas te faire bouffer des parts, etc. Donc là on n'est pas sur le long terme, ça va être dur pour toi de créer une marque, d'avancer, etc. sur ce projet-là. Moi, je pars du principe que si tu trouves un produit qui t'intéresse, donc tu vas avoir la capacité d'avoir un bon persona et tout, tu connais un peu le principe et tout, tu as ta capacité de mieux connaître ton persona. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place, on va faire d'abord des tests, on va tester plusieurs angles marketing par exemple, tu vois. On va tester plusieurs façons de vendre un produit. J'ai un truc tout con, c'est un truc de marketing tout con, mais imaginons que ça c'est un chapeau. Ouais, il faut l'imaginer, hein. Si je mets, tu vois, mon chapeau, c'est une métaphore de Fedo que j'adore. Si tu mets ton chapeau sur ta tête, si tu veux, mon chapeau, je le vends comme une solution pour se protéger du soleil. Si mon chapeau, en fait, je te le vends et je te dis que tu vas être super beau gosse avec, tu vas pouvoir attirer un max de femmes, ok, c'est une autre façon de le vendre. Si je te dis, il est fait en France par l'artisanat français, des gens qui font ça depuis 15 ans, dans des matériaux nobles, etc. Encore une fois, je vais le vendre d'une troisième façon qui cible une audience différente, etc. Il permet de conserver le beau poil de tes cheveux. Ouais, ou simplement le bénéfice final, il est social, ça a pété, tu vois, je vois bien le mec de 40 ans, son chapeau en paille hyper bien fait par les artisans, il dit voilà, j'ai acheté une friperie à Fribourg ou je sais pas quoi, tu dis. Donc bref. Ça c'est purement marketing. Ça c'est purement marketing. Tu vas segmenter et quelle cible tu vas aller viser. Et comment tu vas t'adresser à eux de la meilleure façon possible. Et donc ça, si tu veux, c'est le paramètre de l'angle. Et à côté, nous, on a une dizaine de paramètres, tac, 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 qui créent une combinaison comme un putain de cadenas à chaque fois, tu vois. Et nous, on a une méthode qui nous permet de tourner les éléments du cadenas, on le processe, tu vois, détaillé et tout, pour qu'en gros, ton produit, il fonctionne sur la plateforme que tu vas lancer. Et donc, nous, on est dans un premier temps focus sur Pinterest.
Ok. On Mais fait en la sorte... première combinaison peut ne pas marcher. Ah ouais, on ça fait demande du 2-3 budget. itérations. Ouais. Ok. Pas tant que ça. Pas tant. Parce que sur Pinterest, tu as des retours très rapides Ok. par rapport à Facebook. Tu as très vite des retours. Et justement, je pense qu'on arrive vraiment à maximiser le taux d'itération que tu as besoin de faire de par l'expérience et tests qu'on a fait et tout. C'est pas là, tu as 10 paramètres et c'est 9 à chaque fois, et du coup, il y a un million de combinaisons. En vérité, quand tu sais un peu l'ordre et tout, comment ça fonctionne, tu arrives assez vite à une solution et ça te coûte pas plus cher qu'un testing normal Ok. Facebook, tu vois. Ça, c'est important de le dire. Une centaine d'euros. Un testing Facebook, c'est pas une centaine d'euros. Testing Facebook aujourd'hui, si tu as une bonne idée de ce qui fonctionne, t'en as pour 300-400 balles. Ouais. Moi, je dis qu'il faut, si tu veux être bien, tu vois, t'as 500 balles. En budget, ça me paraît honnête. Je préfère pas mentir, tu vois. Nombre de mecs qui disent qu'il faut 100 balles pour fonctionner sur Facebook. Laisse tomber, 100 balles, tu fais quoi? 100 balles, tu fais tourner un jour un produit et t'as pas assez de data. Ouais, et... non, carrément. Non, non. Moi, je me souviens de Léo qui avait eu ses premiers résultats, ça remonte à 2 ans, en testant à 5 euros par jour. Ouais. Aujourd'hui, Non, mais oublie. aujourd'hui c'est. Oublie. c'est Moi, mort. moi j'ai commencé, avant même de faire l'agence, genre c'est 4 à 7, 2,50 €. Ah ouais. Mais si tu veux, quand l'argent tu le gagnes à coup de tondre la pelouse, en fait t'as une dimension différente. C'est quand t'as 300 balles, t'as tout dépensé qu'après tu tondre la pelouse et 10 € par 10 €, tu prépares le budget. La mentalité elle est pas pareille. Tu vois. Ouais. Enfin bref, sur Pin, en tout cas c'est un peu ça l'idée et les besoins. Donc derrière, tu vois, notre produit, on arrive à le tweaker et le rendre performant. Et en fait, comme on arrive à rendre performant des produits que les autres n'arrivent pas à rendre performants, ben derrière, on peut pas nous copier. Et donc derrière, ça nous laisse du temps. Avec ce temps-là, on a le temps de créer un back-end. On a le temps de faire des déclarations sur le produit. On a le temps de développer le produit. Et nous, on fait carrément de développement sur le produit. C'est-à-dire qu'on va faire des modifications physiques. On les contacte en Chine, une équipe de développement. On va changer la forme, le moule, des trucs comme ça, pour carrément rendre propriétaire le produit. Et là, quand on arrive à cette étape-là, là, ça devient intéressant. C'est là où... Parce que derrière, tu peux scaler stocker, tes broad market. Tu peux scaler, bien sûr, tu peux. Derrière tes broad market, personne ne va te faire chier. Tu vas pouvoir optimiser ta renta. Là, tu te mets caviar, tu vois. Et sur Pin, c'est stable comme tout. C'est carré. T'auras pas d'emmerde, tu T'as vois. tes Et après, propres créas avec un produit qui a été modifié que personne peut. bien sûr, tu fais shooting peut te direct voler et parce tout, que genre il y a que toi qui. bien sûr. Après, les propres créas, tu vois. Enfin, nous, on fait les propres créas même en testing. Mais oui, tu vas rajouter la dimension shooting, tu vas rajouter plein de trucs et tout. Et donc là, après, c'est terminé. Et donc après, multicanal, etc. Et donc là, on a la stratégie de branding qui se met en place. Et ça va te permettre de générer des profits sur long terme, de faire un truc qui est potentiellement revendable, tu vois, dont tu es fier. Tu vois, tu vois, si tu es capable de parler de ton business, c'est que tu en es un peu fier, tu vois. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc moi, c'est ce qui me fait un peu kiffer avec cette méthode. Et donc le parcours, c'est un peu ça. C'est, tu vois, tu prends un produit qui est intéressant, tu vas vraiment le transformer en gagnant avec cette méthode, tu vois. Derrière, tu vas le lancer sur Pin, ça va prendre, machin, etc. Tu vas trouver ton marché. Et après, tu appliques la stratégie branding. Et là, tu as un business qui est prêt à tenir sur des mois et des années, quoi. Et ça, c'est Ta meilleure boutique, elle tourne depuis combien de temps? Et puis... avec cette méthode, du coup, sur Pin, ça a tourné depuis un peu les débuts. C'est la deuxième que j'ai lancée qui a bien marché, donc ça fait 8 mois. Ok. Donc, ouais, c'est pas mal. Je trouve ça trop cool. Merci pour les retours que tu nous as fait, les petits feedbacks. Moi, franchement, c'est une des premières fois que j'entends en live, un petit peu plus en détail, parler de Pinterest. Comme tu disais, c'est une plateforme qui est un peu méconnue. Est-ce qu'on lance n'importe quoi sur Pinterest? Non, c'est pas n'importe quoi. Non. Il y a un truc que j'adore avec Pin, et tu ne retrouveras pas ailleurs. C'est que démographiquement, c'est la plateforme qui ressemble le plus à Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur une nouvelle plateforme, tu as quoi comme choix? Tu as Snap, tu as TikTok, etc., etc. Ok, tu as Bing, 2-3 trucs comme ça qui ciblent des vieux, mais sinon, tu as des audiences jeunes. Sur Pinterest, tu as plein de gens. Une femme sur 2 qui est sur Facebook est sur Pinterest. On a tendance à l'oublier, ça, tu vois. Donc, si tu cibles sur Pinterest, tu cibles résolument du féminin. C'est-à-dire que tu as 80% de femmes. Okay. Mais par contre, tu as une femme sur 2 qui sont sur Facebook. Sachant que, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais la population qui veut le plus d'argent sur Internet, c'est 30-50 ans femmes. Et c'est la population de Pinterest. Et tu l'as accessible à 1,50€, 2€ de CPM. Je sais pas si tu commences à comprendre la logique. Les amis, c'est la fin de cette interview. Pour voir la suite. Je pense que je pense qu'il n'y a plus qu'à. En effet, on va couper. Merci pour ton intervention et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. J'espère que c'était un kiff profondément pour toi, que tu t'es éclaté. Toujours de passer du temps avec toi, de toute façon, ça. J'espère pour vous que vous avez pu tirer un max d'informations
sur ce que fait Thomas, la manière dont il l'a fait et sa vision du e-commerce qui peut différer de celle qu'on voit d'autres formateurs ou d'autres personnes qui parlent e-commerce en ligne et potentiellement de votre expérience, de ta propre expérience à toi en e-commerce. C'était trop cool. Posez toutes vos questions dans les commentaires. Je relancerai Thomas pour qu'il vienne y répondre de temps en temps. Et, vous pouvez aller me le poser directement à moi, je répondrai avec plaisir. Ou vous pouvez poser les questions directement à Thomas. Thomas, on peut te trouver où? Principalement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais et accéder à plus de contenu vraiment pratique et pas simplement mes photos de voyage, moi, vous pouvez aller sur mon podcast, Le Backend, L-E, espace B-A-C-K-E-N-D. Le Backend. Donc vous accédez à ça et plein d'épisodes et tout. Je pense que ça vous intéressera. Le Backend, une interview de Thomas Giraud qui va sortir dans pas longtemps. Je crois, ouais. C'est clairement mon élément d'autorité. Maintenant, sur mes pages de vente, était featured in Thomas Giraud Company. Tu mettras mon logo à côté de Sciences Po et Forbes. Me le dis pas deux fois. Merci encore. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. On se revoit ou un partout. autre pays. Ouais, un autre pays. Prochaine fois. Ça va être cool. Ciao. Salut.